Apéro spécial débrief des Game 7. Game 7, comme ça là. Hop, on fait comme ça. Hop. Oh, Game 7, comme le nombre de bagues de Robert Horry. tout à fait. Game 7, comme le nombre de dingueries qu'on a pu voir récemment. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Le rythme continue De ce retour dimanche. de l'incroyable Brocante Sport. Exactement, ça n'arrête pas. Ça tire. Si vous demandez ce qu'on fait en ce moment, bah 3 fois rien. On était ce dimanche tous ensemble pour l'incroyable Brocante Sport. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés, c'était trop bien avec les potos de SoFoot. Avec Alex, avec plein de membres de l'équipe de Trash Talk, on s'est régalé. Ouais, grave. Grosse journée, mais ça vaut le coup. Pure ambiance, des passionnés dans tous les coins. C'était trop des bien. gens qui se baladent, mais qui viennent discuter, c'est bien. Des Cool. pépites dans tous les sens, on s'est régalé. Et ce dimanche était très calme, puisque d'abord on était avec 10 000 personnes pour ceux-là qui fait autour de maillot de Benoît Pedretti à Sochaux. Et ensuite, on a enchaîné avec 2 Game 7. D'abord un petit Knicks Pacers tout petit à 21h30, puis un Wolves Nuggets. tout petit Nuggets Wolves. Tout à fait. C'est vrai que c'est important de préciser qui est à domicile. C'était un Nuggets Wolves ou un Wolves at Nuggets si tu veux la faire à God l'américaine. damn. Mais c'était bel et bien à Denver. Ouais, et c'était un Knicks Pacers aussi, et pas un Pacers Knicks. C'est-à-dire que la dinguerie que nous ont fait les Wolves, ils l'ont pas faite devant leur public, ils l'ont fait dans le Colorado. Alex a sorti ce 2 pendant longtemps pour le nombre de All-Star chez les Suns. 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs remportés par les équipes qui ne jouaient pas leur Game 7 à Deux domicile. Game 7 remportés à l'extérieur, tout à fait. Rarissime de voir ce genre Dont de choses. un avec un comeback, on va y revenir, un comeback all-time. Ah oui. Ah, Et l'autre avec une réussite au tir all-time, ouais. tout simplement. Ouais. On va parler de tout ça évidemment en détail parce qu'il y en a qui évidemment se disent ouais, vous allez parler un peu du Thunder aussi. Il y avait faute ou pas sur PJ Washington? On en Alors oui, il y reparlera. avait faute, Non. mais on en reparlera. Non, on en reparlera. Je veux rien entendre de tout ça. On débriefera le Thunder Exactement. dans une autre vidéo. Shay et ses copains. Ce qui est sûr et certain, Shay, c'est pas que Che, tout pas à fait. Shay. Shay, pas chez eux. Ouais. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous les connaissez le lundi puisque ça reste le meilleur jour de la semaine. Ils sont avec nous, les potos de Decathlon. tout à Voilà, fait. partenaire de la NBA et qui a ce titre là, la belle chaussure que vous voyez dans les mains de Bastien, c'est une Celtics. C'est une équipe qui est encore en playoff. En version low, il y a aussi du Knicks, du Bulls, du Warriors bientôt. Hein, on peut pas vous en parler encore parce que c'est secret, mais il y aura d'autres franchises qui auront leurs chaussures en low. On vous dit pas lesquelles, vous découvrirez. Et puis, attends, il y a cet anneau arceau connecté Si vous connaissez le Mordor, qu'on a déjà testé dans une vidéo avec Bastien. exactement, Oui. et vous avez plutôt intérêt à rester connecté car prochainement, si vous êtes Connecté sage, comme l'arceau. il y aura exactement restez connecté comme l'arceau de Decathlon parce que si ça se trouve prochainement, il y aura une vidéo incroyable qui tombera sur votre chaîne YouTube préférée. On en a déjà fait une avec Alexinator sur laquelle on testait notamment cet anneau connecté Decathlon Basketball Play. Il y a une appli, c'est relié à votre téléphone et vous pouvez savoir qui est le roi du tour du monde ou du shoot à 3 points. On a défié 2 personnes de la commu. Il y aura un résultat bientôt sur votre chaîne YouTube préférée. Vous pouvez récupérer tout ça sur le site de Decathlon évidemment. Exactement. Voilà, Ça tout va. simple. Tu Le poses lundi. ça et puis après Le lundi, c'est Decathlon. Voilà. C'est beau. Voilà. Et Ça, là, c'est, compte un ça point. c'est les Pacers hier. Ah bah ça, un peu Ficelle. mon neveu. Ficelle. Un peu mon neveu, bien Et le cercle, évidemment. il était comme ça alors, le cercle. Il était, Ah ouais, il faisait la taille du studio. Ouais, c'est ça, exactement. C'était Voilà. incroyable. On va démarrer avec ça justement, Alex, puisque au moment où on rangeait les cartons et les cintres, on a eu un petit match entre les Knicks et les Pacers, remporté par nos amis d'Indiana, 130-109. Plein de choses dont on va devoir reparler parce que, évidemment, il y a aussi des infos au sein même de cette rencontre. Hein, la blessure de Jalen Brunson, le coup de chaud de Dante DiVincenzo. Mais est-ce qu'on ne commencerait pas, Alex, quand même par rendre à César ce qui lui appartient? Les Pacers se sont pointés au Game 7 dans un Madison Square Garden en feu et ils ont dit ici c'est chez nous. Match incroyable des Pacers. Match énorme. Match incroyable des Pacers. Ils ont géré ça comme des grands. Faut leur Franchement. reconnaître, hein, ils ont géré ça comme des grands. Ouais. Même si évidemment, hein, il y a de nombreuses circonstances qui font que les Knicks n'avaient pas de quoi rivaliser. Au bout du rouleau, Oui. des blessés. Bon, bah, on compte plus les blessés. Non, là, bien parce sûr. que là, c'est Il faut ridicule. savoir ceux qui sont pas On blessés. était là, en fait. on discutait pendant la brocante hier. On était là, on discutait. Mais bon, est-ce que les Knicks vont bien avoir 5 mecs à mettre sur le parquet? C'était un peu la question. On a appris pendant la journée que Josh Hart allait jouer, que Anunoby allait jouer. Anunoby, il a joué quoi, 5 minutes? 5 minutes, 30. il Il avait mal. a rentré 2 bêtes de tir et après on s'est rendu compte qu'en contre-attaque, bah, toi et moi sur mes épaules, on pouvait aller plus vite. Ah oui. Donc, en fait, Il non, avait non, mal, ça- bah d'ailleurs même Thibodeau ne l'a fait jouer que 5 minutes, donc c'est qu'à un moment Bien donné sûr, c'est tu peux pas, tu peux que pas. ça se voyait. tu peux pas. Mais voilà, mais on peut pas enlever aux Pacers.
Ils sont arrivés, il y avait une bête blessée en phase 2, ils l'ont achevé. Mais de Hein, ouf. sans faire de mauvaises allusions, mais c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Et ils ont fait ça, comment dire, rester eux-mêmes, je sais pas si c'est le... Tu vois ce que je veux dire, genre, Mais à ils ont la été trop Pacers. forts, mais bien C'est-à-dire sûr. que, ok, alors là, la réussite au tir, elle est complètement dingue. Mais dans le fond, dans la mentalité, dans la philosophie, ils sont arrivés pour jouer leur jeu d'attaque rapide, up-tempo. On essaie de créer des opportunités en transition et tout. Et quand les tirs ouverts, on les prend. Et là, la réussite, c'est combien? Ouais, 54% à 3 points. Et encore, à la limite 54, là, dites-vous, ils se sont calmés parce que le début du match, la première mi-temps, c'est une mi-temps tout simplement historique de la part de nos amis les Pacers, puisque ils sont à plus de 75% de réussite au tir. Il y a 70 points marqués par les Pacers en première mi-temps. On voit tout de suite dès l'entame, là, vous voyez, le 39-27 là, dès le premier quart-temps. Alex, on le voit tout de suite d'entrée. Siakam et Haliburton, en bons patrons de la franchise, ne sont pas du tout intimidés par l'enjeu. Siakam de par son expérience, Haliburton de par son culot. Siakam, il a vécu des trucs. Il a vécu des Haliburton, trucs, hein. c'était une première et il faut reconnaître qu'il s'en est bien sorti. Et il s'en est vachement bien sorti, tout à fait, avec un peu de trash talking au premier rang. On en pense qu'on en veut, mais ce qui est sûr, c'est que les Pacers, dès le début de match, tu le dis bien, ils ont leur identité de jeu. Et oui, on peut leur trouver des circonstances, dire qu'en face, il manquait des joueurs. Mais à un moment, il faut aller remporter un Game 7 au Madison Square Garden. Et que dès le début du match, une des premières missions qui Ils ont existe... gagné les 4 cartons. Exactement. Une des premières missions qui existent, c'est de ralentir évidemment le public, hein, qui était en feu. Ah bah le public s'est fait calmer dès le premier quart. Hein. 39-27. Plus 12, boum. Plus 12. Et la réussite, en effet, qui a été de leur côté. Tout le monde a contribué Mais c'est d'ailleurs. ça, parce que voilà, exactement. C'est Haliburton, Siakam, magnifique. Haliburton en leader pour une première fois et tout. Siakam qui a déjà connu des choses, mais je veux dire, Aaron Nesmith, 8 sur 8 au tir. 8 sur 8 au tir. Il y a pas de problème. Je veux dire, comment il s'appelle Nembhard, il est à 8 sur 10 au tir. Je veux dire, il met 20 points. Il y a 5 rebonds, il y a 6 passes et il est à 8 sur 10 au tir. Parce que lui aussi, c'était une première fois. Et Miles Turner, propre. Il y a 4 contre et un bon pourcentage au tir. Non, franchement, ils ont grave assuré avec encore une fois un McConnell super en sortie de banc. Et, Ouais, 12 points. 12 points et 7 passes. passes. La petite interception qui fait mal à la Alvarado là, en remise en jeu, qui fait trop mal au mental des Knicks. Trop mal au mental des Knicks. Topi n'était pas trop dedans, c'est pas grave. Non. Il y a Isaiah Jackson qui s'y colle Non. et qui fait plutôt des bonnes entrées, des bonnes séquences. Non, Ça allait vraiment. hier soir en tout cas. Ouais, les pays. Comment? Ça allait hier soir en tout cas. Isaiah Ouais, voilà. Jackson. Mais parce que c'était bien plus sûr. Topin en fait depuis Ouais, le tout à début fait. de la série, voire des playoffs. Des Pacers, c'est plutôt Topin, Bien sûr. le copain de banc de McConnell. Ils rentrent tous les deux et tu fais putain, mais c'est quoi Les ce gars, bazar? c'est quoi ce bordel? Tout à fait. Non mais Indiana a été vraiment impressionnant et c'est important de leur rendre quand même ça. C'est très sérieux, quoi. C'est très sérieux ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Au moment où on parle, alors c'est certes boosté par ce qui s'est passé hier soir, mais oui, mesdames et messieurs, au bout de 8 matchs, en tout cas là, enfin 8 matchs, on a eu 7 matchs d'abord là sur la série de demi-finale et on a eu des matchs évidemment précédents au premier tour. L'équipe la plus efficace au tir à 2 points, au tir à 3 points et l'équipe qui fait le plus de passes décisives des playoffs 2024, ce sont les Indiana Pacers. Ouais. Il faut aussi rendre à Indiana ce qui appartient. Offensivement, c'est très sérieux. On peut tout à fait dire qu'il manquait Lillard, il manquait Giannis, Brunson était sur une jambe, il s'est fracturé la main, Anunoby pouvait pas jouer, d'accord, mais il faut quand même produire. Et Indiana est en finale de conférence, c'est pas quelque chose qu'ils ont volé, c'est quelque chose qu'ils ont été chercher au Madison Square Garden. Et franchement, quand on voit qu'ils étaient dans une série qui était pas facile, enfin je veux dire, il y a 4-3. Hein. Il y a 4-3, c'est pas tu vois. facile quand tu gagnes. Bien sûr, bien sûr. On reviendra souvent sur plein de souvenirs comme le shoot d'Andrew Nembhard là, dès le Game 3 là, qui est un shoot. On pourra refaire plein de what if. Il vient de nulle part celui-là. Exactement, mais Indiana fait le travail et donc ils ont, si je dis pas de bêtises, le record de pourcentage de réussite au tir sur un Game 7, puisque comme l'a dit là Alex en rigolant tout à l'heure, 67% au tir en global. 67% au global, 54% à 3 points. Ils ont presque un aussi bon pourcentage au tir qu'au lancer franc. Ah mais et même j'ai envie de dire tout à fait, exactement, les lancers sont catastrophiques à côté. Ils ont raté. J'allais te lancer sur un élément Alex parce qu'on va pouvoir reparler des Pacers notamment dans la preview après face à Boston, phrase incroyable en 2024. Preview de finale de conf, hein. Preview de C'est finale pas de une conf. preview de premier tour. Hein. Tout à fait. Non mais parce que... Incroyable, ouais. Alex, Ouais. Les Knicks qui en prennent 130 sur un Game 7. On a vu de la fatigue, on a vu des absents, on a vu des joueurs exténués, on a vu Oui. tout son... On a Au pu parler bout en du infirmerie, au bout du On rouleau. a vu une équipe au bout du rouleau. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit seulement contribuer au bout du rouleau ou il y a eu aussi un manque de discipline quand même défensive Non. de la part des Knicks? Non, au bout du rouleau. Moi, j'ai pas du tout envie de parler tactique avec ces Knicks sur ce Game 7. Après, c'est mon Du sentiment. On peut toujours trouver, mais tout est tellement sujet au fait qu'ils étaient complètement au bout du rouleau. Mhm.
que je veux dire, ils ont pris une volée à la maison. Ils ont essayé de tout donner. Ils ont arraché le game 5. 5-5. Le game 5 C'est avec Brunson. un immense Brunson et tout. Ils l'ont Brunson, arraché. ouais. Mais ils étaient déjà très abîmés au bout du rouleau. On rappelle qu'il leur manque Mitchell Robinson, que Anunoby est extrêmement diminué. Il est venu jouer là, le Game 7, mais enfin voilà. Absent. Hein, t'es d'accord? Bogdanovic, pareil. Bogdanovic, Randle n'est pas là depuis la fin du mois de janvier, début du mois de février et tout. Donc ça a tiré sur les effectifs en fin de saison régulière. Ça a tiré sur l'effectif en termes de minutes pendant tous les playoffs. Et je dis pas que c'est l'unique raison de la fatigue ou des blessures d'Enix. De la fatigue sûrement, mais des blessures pas forcément. Mais ça joue. Et moi, j'ai vu une équipe au bout du rouleau. Tout à fait. Après, tactiquement, bah ouais, quand t'es fatigué physiquement, quand le corps commence à ne plus suivre, c'est difficile de te discipliner et Bien d'être sûr. concentré sur ce qu'il faut faire en défense. Bien Et sûr. surtout quand t'as une équipe comme ça, parce qu'il y a des tirs ouverts qui rentrent, mais il y a aussi des tirs de fou furieux où ça va trop vite et tout est pas replacé. Les mecs, il a à peine posé ses appuis. Indiana savait où appuyer. Hein. Voilà. Ah, il savait très bien où il fallait appuyer. Hein. et donc, physiquement. On peut trouver des manques d'ajustement tactique de la part d'Enix, peut-être même en cours de match, ou peut-être des temps morts pas pris par Thibodeau, où il aurait peut-être pu casser le rythme lui plus et tout. On peut toujours trouver. Mais honnêtement, franchement, c'est même pas pour excuser, hein, c'est même pas pour diminuer la performance d'Indiana, c'est plus un constat froid, factuel. Ils étaient complètement au bout du rouleau et je pense que les Pacers, comme tu viens de le dire, ont parfaitement appuyé là où il fallait appuyer pour que ça fasse mal. Ça a fonctionné plus parce qu'en plus tous les tirs rentraient et tout. Mais je pense que même dans un match où Indiana aurait eu moins de réussite au tir, je pense que même dans un match comme ça, les Knicks auraient eu du mal à suivre le rythme de toute façon parce qu'ils étaient beaucoup trop au bout du rouleau. Bien sûr, non, mais là où je te suis, c'est qu'on en parlait au début de la série, notamment sur cette histoire de tempo et de savoir s'il allait y avoir notamment une certaine fatigue physique et un craquage physique de la part des Knicks. Ça a été le cas au finish. Hein. La série, elle n'aurait jamais dû être en 7. L'espoir de ces Knicks, notamment, c'était que c'est une série qui se termine beaucoup plus tôt parce que tu aurais pu avoir quelques jours de repos. Là, tu n'y arrives pas. Moi, je te suis sur l'aspect évidemment un manque d'énergie et de batterie chez ces joueurs. J'ai juste vu des moments où certes c'était de la fatigue et donc ça contribue à des erreurs. J'ai un souvenir très marquant sur ce Game 7 de New York revient à -6 à un moment, il y a un gros run avec du McBride, tu ressens cette espèce d'aspect de sixième homme du Madison Square Garden qui vient et qui booste ses joueurs et ensuite dans la concentration de ces Knicks là, donc notamment liée à la fatigue que tu mentionnes, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de décrochage sur des balles perdues vraiment dommages de leur part, sur des pressings de la part de Nesmith et de McConnell. Donc très très vite ça a redonné aussi confiance à ces Pacers qui n'avaient pas l'air, qui avaient l'air prenables, qui avaient certes une réussite totale, mais qui menait que de 15 points en ayant la mi-temps la plus extraordinaire au tir de ces 30 dernières années. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas très loin. Les Pacers sont restés fidèles à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une équipe de run, c'est une équipe qui veut courir, mais c'est aussi une équipe qui peut encaisser des runs, qui parfois laisse filer des choses et tout. On en reparlera quand on fera la preview face aux Celtics et tout. Et oui, on peut se dire par exemple, si Anunoby avait été, rien qu'Anunoby, tu vois, s'il avait été à 100% pour cette série, on sait bien demander aux Sixers que quand il y a Anunoby sur le terrain et qu'il est à 100%, c'est pas du tout la même chanson. On va dire ça, on peut dire ça, c'est certainement vrai. Mais concrètement, c'est pour ça que c'est pas que je veux pas te parler de tactique. Évidemment qu'il y a un manque de discipline à certains moments et que quand ça revient, Nesmith, McConnell, ils sentent que ça revient et ils essayent de faire les plays qu'il faut faire pour remettre un peu le couvercle ou remettre la tête sous l'eau d'Enix et ils y arrivent. Et là, oui, Brunson ou Hart aussi, ça perd des ballons un peu, bon, ça fait un peu chier, c'est sûr. Mais je pense que concrètement, ils étaient trop fatigués, ils étaient trop blessés, ils n'avaient pas les armes et que à chaque fois qu'Indiana a vu les Knicks revenir, ils ont remis des coups de pression. Les Knicks n'avaient pas la force pour tenir ces coups de pression. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. De toute façon, là où je te suis par rapport à l'aspect physique, c'est sur une stat qui est simple. C'est que si tu es sur un Game 7 à domicile et que Josh Hart joue 37 minutes, il y a un truc qui va pas. Josh Hart, j'ai fait les calculs. Sur les 36 derniers matchs de la saison régulière, depuis fin janvier, depuis la blessure de Randle, donc il est passé un peu titulaire quasiment tout le temps, il a joué 40 minutes par match sur la fin de régulière de moyenne.
c'est la moyenne. C'est énorme. Ensuite, en playoff, on en a parlé, l'autre en playoff, c'est Will Chamberlain, il joue 50 minutes par match. L'autre. Ouais. Tu vois, donc, bien sûr. Et en plus, là, il a mal aux abdominaux, les douleurs abdominales, musculaires et tout, ça doit vraiment être douloureux pour jouer vraiment et tout. Donc, oui, tu as raison de le souligner, mais limite, ça renforce encore ma thèse, c'est-à-dire que ils étaient complètement. Ils étaient cramés. Ils étaient cramés, tout à fait. Et je pense que quand du temps sera passé et qu'on sera un peu moins aussi à chaud, on aura l'occasion de remettre aussi sur la table, parce que moi ça m'intéresse d'avoir les avis de tout le monde sur la question gestion d'effectifs et de comment faire, parce que là tu le dis bien, Josh Hart 40 minutes depuis vachement de temps avec les notes que tu as prises, et donc c'est depuis janvier, c'est ça tu disais par rapport à... Sur les 36 derniers matchs de la saison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a vraiment été titulaire tout le temps, les 36 derniers matchs de la saison régulière, il est à 40 minutes de moyenne par match. Et on a vu les Knicks qui ont fini deuxième de l'Est et qui ont été sortir les Sixers au premier tour. On remettra, pas maintenant, mais je pense un peu plus tard, le sujet de gestion effective, notamment de Tibbs, parce que je pense quand même que c'est un sujet. Ah bah complètement. Non mais c'est un sujet, parce que tu vois, ça a été intéressant. Pouvait avoir plus de temps de jeu. Tout à fait. McBride pouvait avoir plus de temps de jeu. Ça a été un truc qui a été très central sur ces playoffs aussi, c'est qu'il y a eu le côté héroïque de regarder tous ces joueurs qui, #Chamberlain comme tu le dis, vont aller chercher ces victoires avec une abnégation et une persévérance de fou furieux. Et en même temps, il y a un prix à payer. Et combien de fois on avait vu aussi des superstars par le passé qui charbonnent tellement qu'elles se retrouvent complètement exténuées à partir de la mi-mai. Et là, ça s'est senti avec les Knicks. Ouais, là, t'as payé. T'as payé et t'avais en face de toi une équipe ambitieuse, certes moins expérimentée, encore que les Knicks ne sont pas non plus archi expérimentés en playoff, avec des joueurs jeunes qui ont envie de courir et qui rentraient tous les tirs et qui étaient parfaitement dans leur match, et ça les a boostés, et à partir de là tu n'as plus les moyens de rivaliser. Tout à fait. Les Knicks à un moment sont revenus à -6, et puis après ça a vraiment basculé. Il y a eu cette séquence dont je parlais à l'instant qui est un truc qu'on voit, c'est quasiment du jamais vu, moi à ce niveau de playoff, sortie de temps mort, donc tu as 2 minutes pour mettre en place un play et ils ont fait une violation de 5 secondes sur mise en jeu. Ça c'est un niveau. Bravo aux Pacers sur la pression. C'est la défense des Pacers qui n'est pas non plus imprenable. Qui n'est pas imprenable. Donc vraiment en effet ils étaient au bout du roule. Pour évidemment conclure sur les Knicks, dont on reparlera évidemment dans d'autres petits apéros, image très triste forcément qui a contribué aussi à la lourdeur du moment et à la tristesse de ce dimanche soir. Jalen Brunson ne peut même pas finir ses playoffs sur le parquet. Son père, on le voit à la tête dans ses mains. Brunson qui veut essayer de swiper un ballon sur Tyrese Haliburton. Il se tape sur le genou. Il se fait une petite fracture fracture quand même. Fracture à la main, terrible pour Brunson. Elle n'est pas forcément due à la fatigue, celle-là. Ah non. Celle-là, c'est juste un aléa du sport de haut niveau. C'est un freak play, ça arrive, c'est comme ça. Un aléa du sport de haut niveau, mais c'est clair, c'est symbolique, c'est tellement triste. C'est horrible. C'est archi triste. Ça symbolise bien ce Game 7 qui est très triste pour les Knicks, mais qui ne doit pas non plus... faut qu'il soit pris pour ce qu'il est. L'équipe était au bout du rouleau, mais cette équipe, elle a montré des choses extraordinaires. Et je pense qu'il y a une vraie base pour travailler, pour construire. Il y a un vrai groupe, un vrai noyau, avec un coach qui a quand même tiré, des très bons résultats. Donc voilà, faut encaisser cette défaite, ça doit pas être évident. Non, c'est ça. Et puis il faut être prêt à repartir dans quelques mois. Exactement. On verra donc pour les Knicks ce que ça donne, mais bravo à eux et évidemment de nous avoir fait vibrer sur ces playoffs, parce que moi j'ai rarement autant vibré devant une équipe sur ces dernières années où chaque match vraiment tu avais le sentiment que c'était un thriller. Il fallait voir, c'est comme un film de fou qui sortait au cinéma tous les 2 soirs. On avait une affiche de fou. On s'est régalé. Pour finir sur les Pacers, évidemment, bravo à eux parce qu'ils sortent, là on a parlé beaucoup de Knicks, ils sortent le bon match au bon moment avec ces pourcentages de fou. Plusieurs bons matchs au bon moment dans cette série. Tout à fait. Moi je demande évidemment aux fans des Pacers qu'est-ce qu'ils pensent par rapport notamment à ce Game 3 où il y a Nembhard qui rentre l'énorme shoot. Là, c'est peut-être une des actions qui va rentrer dans les grands moments de l'histoire de cette franchise, parce que qu'est-ce qui se serait passé si ce shoot n'était pas rentré, qui est un alléluia absolu alors que Brunson égalise juste avant. Bravo à Rick Carlisle. On avait parlé aussi sur la gestion d'une série globale, comment est-ce qu'il fallait faire. Il a été mené 2-0. Il revient à 2-2. Il y a eu du jeu de conférence de presse de comment ça se passe. Lui, il a de l'expérience pour le coup. Il a l'XP, évidemment, champion. Puis avant ça, il y a eu des choses. Il n'a pas commencé hier. Il a quoi? Il a 25 ans de coaching derrière lui, Carlisle, un truc comme ça. Tout à fait. Donc ça commence à faire. Et plutôt cool pour lui, parce que j'allais te lancer là-dessus. C'est quand même un gars qui, il y a 2-3 ans, est quand même un des gars chassés par les Mavs, qu'on va retrouver aussi en finale de conférence, et qui a su rebondir à Indiana. Donc, il a su rebondir. Grand coach, Rick Carlisle, très très grand coach, avec un bon gros palmarès.
entre les Pacers, les Pistons, le titre avec les Mavs et tout, maintenant les Pacers. Enfin, je veux dire, il a du palmarès lourd. Et oui, il a réussi, lui aussi. Il réussit, il continue à réussir à tirer le meilleur de ce groupe Pacers, à bien travailler, même quand Haliburton fait pas forcément le match qu'on attend de lui, même quand où c'est Siakam qui est pas. On sent que les role players connaissent parfaitement leur rôle. Ouais, bien sûr. Que Turner est bien exploité. Hein, on a souvent critiqué Miles Turner et tout. Bah, il fait sa série là. Là, il est content. Il fait ses playoffs. Hein. Il fait ses playoffs, il fait sa série. Boston est prévenu. Il y a un sujet, il y a un 7-footer qui fait ses playoffs. On va voir comment Boston va voir ça. Mais en gros, oui, non. Les Knicks étaient au bout du rouleau, mais loin de moi l'idée de vouloir minimiser la perf des Pacers. Ils ont joué des équipes blessées. Bon, bah c'est comme ça, c'est les alignements de planète des playoffs. En attendant, ils sont là, ils sont fidèles à eux-mêmes et à leur style de jeu, et ça paye. Ouais, tout à fait. Tu venais bien de le souligner, on le rappelle évidemment parce que c'est le sujet chaque année, hein, au-delà de l'arbitrage, des avantages à domicile, à l'extérieur. Aucune équipe NBA n'est vraiment devenue championne en affrontant 100% des équipes en face sans le moindre problème physique. Je veux dire, les playoffs, on le rappelle souvent, l'idée c'est l'équipe qui va tenir le plus ça fait face aux incertitudes physiques des critères. Ça fait partie des critères. Une équipe championne n'est pas championne uniquement par le vide de son infirmerie, mais c'est un élément important. Non, mais complètement. On peut refaire plein de titres comme ça en se disant et si telle franchise avait affronté telle équipe à 100%. L'année dernière, Miami nous fait un run extraordinaire. Bon, bah dès le premier tour, tu vois que Giannis n'est pas là. On peut refaire les histoires comme ça. Il n'empêche que le Heat a été en finale NBA. Giannis, ça fait 2 fois qu'il se blesse au mauvais moment, 2 saisons de suite. Voilà, les Bucks, bah on voit bien leurs résultats, ils en pâtissent direct. Hein. C'est comme ça. Le jeu. Exactement. Donc Indiana aussi, pour le moment, on va toucher du bois pour eux parce que les Pacers, ils sont super là. Le physique est là. Les Pacers, le physique est là. Les Pacers, on va toucher aussi du bois pour qu'il n'y ait pas une malédiction sur les Celtics, mais les Pacers, dès qu'ils affrontent une franchise sur ces playoffs pour le moment, bah quand même, hein, il y a aussi des jolis trucs. Donc on surveillera évidemment la situation Porzingis, on en reparlera dans la future preview. Autre chose à ajouter sur les Pacers ou on bascule? Non, on est pas mal, on peut basculer, je pense. Et alors, quelle bascule? Oula. Quelle série ça. Waouh! Mesdames et messieurs, dans la plus grande histoire cinématographique de ces récents playoffs modernes, 2-0 pour Minnesota, la série est terminée. 3-2 Denver, la série est terminée. Ouais. 3-3, qu'est-ce qui va se passer? Plus 20 Denver à domicile. En début de troisième quart, hein, c'est-à-dire qu'il y a 15 à la mi-temps. Oui. Et puis il y a un petit panier, puis un gros 3 de Murray qui les met à plus 20. Les Nuggets, il reste quoi, 10 minutes à jouer dans le 3. Enfin, c'est le début de troisième quart. Quoi. Plus 20 pour Denver à domicile. Les Otas, ils ont l'air au fond du trou à ce moment-là. Jamais les Nuggets champions en titre vont perdre à domicile. Et puis c'est pas Minnesota en exécution de fin de match qui soudainement, hein, après la régulière qu'ils viennent de nous faire, où on a notamment pointé du doigt les Money Time, va nous rattraper tout ça. Quoi, en déplacement à Denver? Score final 98-90, on va revenir sur tout ça, Alex. Comme tu le disais à l'instant, 60-37 sur la deuxième mi-temps. 60-37. Ils ont mis que 14 points les Nuggets dans le troisième quart et que 23 dans le quatrième. Et faut dire les mots. Alors, il y a un aspect choke des Nuggets, clairement. Il faut sortir les termes. Les paniers qui rentrent plus, les mauvais choix, les mauvaises décisions, pas de rythme, ça s'énerve. Ça fait des erreurs en défense aussi, ça laisse des shoots ouverts et tout. Ça essaye. Il n'y a pas de box-out, hein. Ça a eu Karl Anthony Towns. Ouais, voilà, exactement. Karl Anthony Towns, on va en reparler. Ouais, on va en reparler. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait des bons playoffs. C'est méchant. Il est bien en 3-4e option là. Oh, t'es vache. Non. Ça lui va vachement bien. Non, mais il est très très fort. Wow. Et en fait, dans la continuité de Karl Anthony Towns, justement, parce qu'en première mi-temps, les Wolves ne marquent que 38 points. Heureusement qu'il y a Karl Anthony Towns pour mettre des tirs. Hein. Ouais. Tu sais que. Et McDaniels aussi, je crois. Et Jaden aussi. McDaniels, il fait son match. Ouais, mais c'est vrai qu'Anthony Edwards n'y est pas du tout. Et Conley non plus. Hein. J'ai noté, attends, où je vois. Edwards, il a 1 sur 7 à la mi-temps et Conley aussi. Il est à 1 sur 7. Les deux, hein. Ils sont à 2 sur 14. Conley et Edwards à la mi-temps. Tout à fait. Sachant que Conley était incertain sur les récents matchs et que Edwards, ça a beaucoup parlé et tout va bien. Donc je veux dire, il y en a aussi qui a des circonstances. Mike Conley, il a 200 ans et on ne savait pas s'il allait pouvoir forcément jouer ce match. Ouais. Anthony Edwards, il y a eu beaucoup de blabla en disant qu'il allait retrouver les gars au Game 7. Alors il s'est battu, mais alors, rien qui rentre. Si Edwards fait ce match et que Minnesota perd, là il est plus comparé à Jordan. Hein. Sauf que c'est là, Michel Jourdain. Hein. Et sauf que là, et c'est là aussi, c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est là aussi où c'est vraiment très intéressant ces Wolves, c'est qu'Edwards fait quand même 1 sur 7 à la mi-temps, 6 sur 24 au tir à la fin. Il n'a eu que 2 lancés. Il est à 2 sur 10 de loin.
et les Wolves gagnent un Game 7 chez le champion en titre alors qu'ils étaient menés de 20 dans le troisième quart. Ça, C'est Camoulox. c'est plus que Camoulox. C'est très très impressionnant. Et parce que moi du coup je l'ai regardé en replay, là, j'ai vraiment très impressionné par plein de points des Wolves, c'est-à-dire que leur intelligence de jeu dans l'agressivité, notamment offensive, très impressionnant, ça est allé chercher les lancers, un Rudy, Karl Anthony Towns, McDay. Et ça a agressé le cercle des Nuggets et tout. 30 lancés contre 16 seulement pour Denver. Évidemment, dans la bataille du rebond, c'est parce qu'il y a quand même des Jokic, des Michael Porter Jr., des Aaron Gordon Asfadé, mais ils sont là les Wolves, ça ne fait pas peur. Sûr. Et deuxièmement, la modification de leur intensité défensive et de leur choix tactique défensif sur la deuxième mi-temps, c'est flippant. C'est très très flippant. Ils ont une gueule d'équipe qui peut Parce aller que chercher par le exemple, titre, Edwards, il fait pas son match offensif. Par contre, il lâche rien en défense. Ah oui, non, mais Il bien se sûr. bat sur Jamal Murray. Il en a parlé en disant que sur Murray, tout à fait, il avait mis sous menottes. Mais... il exagère un peu. Il exagère. Il parce exagère, que Murray même fait un beaucoup, match. mais tout à bien fait, sûr. Parce que Murray fait un gros match. Mais sur les gros plays, Mais c'est il aussi faut dur. reconnaître que sur les gros plays où ça a fait très mal, Anthony Edwards, il est là. Il y a des petites interceptions. Il se bat, il vient contester bien comme il faut. Il a pris beaucoup de rebonds. Il est venu aider ses bigs au rebond défensif. C'est-à-dire Bien qu'avec sûr. ses qualités athlétiques, là, il est venu arracher du rebond défensif pendant que Gobert ou Towns ou Reed, on va reparler de Naz Reid, parce que le quatrième carton de Naz Reid, bon bah pardon. Mais, Ça va le dossier de 6ème de l'année du coup? Ça va Comment James se Worthy passe ou c'est comment James Worthy? Non, franchement, c'est impressionnant. Mais donc, ouais, et ça j'ai bien aimé parce que ça, Edwards, c'est vraiment du bon grand leadership, c'est-à-dire que il voit que Gobert et Towns ou Reed sont en train de se fader des Aaron Gordon, des Jokic, des écrans au rebond, et Dieu sait qu'ils sont grands et chiants. Et l'autre, il vient avec ses longs bras, ses qualités athlétiques, gratter tous les rebonds là qui font mal aux Nuggets parce que Jokic et Murray fait vraiment... Murray et Jokic, attention, hein, les mecs sont à 35 points chacun ou un truc comme ça, mais de loin ça rentre pas. Non, bien sûr. Alors ça arrive, il y en a 6 des... sur 22. Et on peut me dire ce qu'on veut, bon oui, il y a la défense des Wolves, mais il y a aussi des shoots ouverts de Jokic qui rentrent pas, et même chose pour Murray d'ailleurs. Ça peut arriver, ça les empêche pas de continuer à être agressifs, de continuer à jouer. Jokic, il est venu se battre au rebond tout le match. Hein, voilà, il en a pris beaucoup. Puis aller sous l'arceau pour se tabasser parfois des gars qui sont quand même bien méchamment intenses. Donc, voilà. Il est allé à la mine. Il est allé au mastic. Il est allé au mastic. Là-dessus, c'est patron. plus genre des Michael Porter Jr. ou des Kentavious Caldwell-Pope ou le banc des Nuggets. On va en reparler. Oui. Et les types pèsent rien. Ils pèsent rien dans un Game 7 comme ça. Et là, tu peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre parce qu'en face, t'as les Wolves en confiance. Avec beaucoup de joueurs qui, eux aussi, un peu à l'image des Pacers, ont bien compris leur rôle, qui restent fidèles à eux-mêmes, à leur façon de jouer, à leur philosophie. Et quand ça a commencé à revenir, les Wolves, il y a vraiment une sensation de rouleau compresseur. Hein. Il y a beau y avoir Denver en face, les types, ils avancent, ils y vont. Edwards continue à rater des tirs, mais ça continue à y aller. Et petit à petit, il passe devant. Et quand il passe devant, il n'y a plus de match. C'est très impressionnant. Mike Malone parlait je trouvais ça assez intéressant que Mike Malone dans un Game 7 dise que selon lui c'est l'attaque qui allait remporter ce match. C'est-à-dire que par rapport il n'a pas complètement tort. Hein. Il n'a pas du tout tort. C'est le shoot à 3 points. Il n'a pas du tout tort. La réussite à 3 points qu'a fait Malone. On dit souvent que la défense fait gagner des titres et c'est le cas. Minnesota, c'est le cas évidemment. Et c'est le cas évidemment. Et même quelque part Denver aussi quand même. Ils ont fait un boulot. Il y a eu des erreurs défensives, mais ils font quand même un boulot sur un Game 7. Il n'y a pas 100 points. Aucune des deux équipes n'est à 100 points. Tout à fait. Et il faut quand même qu'il lâche une deuxième mi-temps de fou furieux parce que la première, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc non. Mais je trouvais ça hyper intéressant que Mike Malone, qui a été très énervé ensuite en conférence de presse, déclaration vite fait, bof, mais enfin on peut comprendre qu'il soit vénère aussi. Il est vénère, les questions tu parles Game 7 à la maison, tu vas pas le sourire en conférence de presse. Mais je trouvais que c'était intéressant qu'il parle de ses soucis d'attaque parce qu'il y a eu en effet des soucis d'attaque, parce qu'il y a un moment où certes on vient de mentionner les noms de Jokic et de Murray, mais que après avoir été brillantissime dans la série contre les Lakers, Michael Porter Jr. a été atroce sur cette série, ponctué notamment par ce Game 7, 3 sur 12 au tir, 34 minutes de jeu, 7 points, 3 fautes. Ouais, non. Pas du tout dedans. Il n'a jamais été dedans, il n'a jamais été en rythme. Il s'est excusé tout de suite dans son vestiaire auprès des gars en disant que s'il avait été à son niveau, ok, Kuda Shuda Wuda, mais il n'a pas été au niveau. Non, il n'y a pas été. Il n'y a pas été. Et en effet, on en revient à cette histoire de banc parce que par rapport à l'année dernière, on en avait parlé. Hein. Tout à fait. Ça a été un des gros sujets des Nuggets cette saison. On avait vu notamment les très bons apports des Bruce Brown et des Jeff Green l'année dernière. Et la véritable interrogation, c'était de savoir sur ce banc des Nuggets
qui allait être capable de rentrer dans cette courte rotation pour être reliable. À part le jeune Christian Brown, franchement, il n'y a rien eu là. Sur ce match, tout à fait. On a eu au cours de la série certains moments où, en déplacement à Minnesota, Reggie Jackson a été là et a été bon. On a vu aussi quelques minutes de Justin Holiday qui a été très très bon. Est-ce que tu aurais voulu voir Il n'a pas fait jouer du tout Peyton Watson dans ce Game 7. Est-ce qu'il aurait dû, Malone? Je pense que c'est là à chaud. Je pense qu'il y a des garçons qui auraient pu être davantage testés sur des situations précédentes. Moi, mais ça là, m'a surpris. Là, c'est très chaud. Je dis pas que c'est. Je comprends que c'était peut-être trop tard, mais dans l'ensemble, la faible utilisation de Peyton Watson globalement sur les playoffs m'a beaucoup surpris. Oui, mais après, ça veut dire qu'il reste aussi du développement pour ce garçon et peut-être qu'il va devoir montrer justement qu'il mérite sa place dans cette rotation. Mike Malone n'est pas protégé de la moindre critique, tout à fait. Il y aurait pu y avoir d'autres garçons. Faut aussi que, comme l'a dit Nikola Jokic en sortie de défaite et donc de vacances, que tout le monde doit être parfait, donc ça veut dire aussi que le management va devoir aussi se concentrer sur la situation des Nuggets et se dire bon bah les gars, est-ce qu'on a besoin davantage de punch en sortie de banc parce que là c'est sûr que Jeff Green et Bruce Brown ont manqué là. Naz Reid à lui seul fait une série qui prend l'intégralité du banc malgré tous les apports qu'il y a pu avoir encore une fois de Holiday, Brown et Reggie Jackson. Rien que pour son 4e quart là dans le Game 7, Naz Reid où il met une intensité de malade. Et sur les 2 premiers matchs c'était pareil. Il défend bien sûr. Et sur les Game 1 et 2 de Naz Reid, il a fait des matchs, il y a eu des trucs qui ont totalement fait basculer la rencontre. Donc moi je suis déçu par ça. Par contre, oui, je sais qu'il y a des gens aussi qui sont fans de Minnesota, soit récemment, soit qui ont connu les années Kevin Garnett, soit les années Kevin Love et tout. Alex, j'allais te poser la question là. Est-ce que c'est pas le plus grand match de l'histoire de la franchise? J'ai l'impression qu'on vient de voir le plus grand match de l'histoire de la franchise des Minnesota Timberwolves hier soir. C'est pas impossible, il faudrait se refaire la campagne de 2004, qui est quand même lourde. Hein. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est peut-être contre Sacramento avec KG qui fait des dingueries. Mais disons que vu que tu as le plus grand comeback de tous les temps dans un Game 7, bon bah déjà c'est très sérieux. Et en plus c'est le champion en titre et c'est à l'extérieur. Donc déjà rien que ça montre la force mentale de cette équipe qui donnait vraiment la sensation d'être au fond du trou, je répète, et qui quand il y a vraiment ce truc de quand tu sens que il y a quelques tirs qui rentrent, ça revient vers les -13, -14, -12 par là, tu sens qu'ils tout de suite ils y croient, tout de suite ils redurcissent encore, ils augmentent encore la concentration, l'intensité, les aides, les rotations pour grappiller. Et là il y a le run là du 3e quart et c'est marrant, t'as vraiment la sensation que tout d'un coup, ils sont plus forts. Ils ont totalement fait cette bascule-là et c'est marrant que tu le mentionnes. J'ai adoré ce que Anthony Edwards et Karl Anthony Towns ont sorti comme déclaration en sortie de match. On leur a posé des questions sur Chris Finch et qui a notamment été beaucoup. Je parlais avec pas mal de fans des Wolves qui étaient la cible sur ses playoffs de savoir si, au-delà de sa blessure, il allait pouvoir faire les bons ajustements face à des bons coachs. Force est de constater que tu bats les Suns 4-0, tu vas gagner à Denver en 7. On va commencer peut-être aussi à voir si lui et son staff, on va mettre un peu plus de respect, tout à fait. Dis donc. Edwards et Kat. Tu vois comment Karl Anthony Towns joue au basket, c'est le coaching staff qui est pas pour rien. Et en fait, c'est ça, c'est que Kat et Anthony Edwards disent tous les deux, si on n'est pas bon ou si on n'a pas été bon, Finchy et son staff n'ont aucun problème à rentrer dans nos gueules et à nous dire les gars, vous y êtes pas. Vous y êtes pas. Et quand tu vois la façon dont Kat notamment l'a fait ses playoffs et la façon dont Anthony Edwards reste aussi dans la rencontre, parce que le gros 3 points là dans le corner, quand ça passe à +10 à 2-3 minutes de la fin là d'Anthony Edwards, c'est aussi qu'à un moment, bon lui c'est naturel, mais il faut aussi qu'il reste dans la rencontre. Il peut pas y avoir de chute de concentration comme on en a vu en face. Et c'est pour ça que je pose la question par rapport à la globalité de la franchise, parce que Minnesota n'est pas en NBA depuis 200 ans, c'est une franchise assez jeune qui est là depuis 89 qui est rentrée donc au début des années 90 et on a eu surtout l'ère Kevin Garnett, mais peut-être que là on a vu là le plus grand match de l'histoire de cette franchise, qu'on est en train de voir un de ses plus beaux runs, puisqu'ils n'ont jamais été en finale NBA, ils ont été jusqu'en finale de conférence en 2004 face aux Lakers de Malone, Peyton, Shaq et Kobe. On verra, mais tu parlais de Karl Anthony Towns, de ses playoffs, que ce soit le premier et le second tour, là, on voit vraiment une évolution de sa part. Jalen McDaniels aussi. C'est quoi un peu les notes que tu as et les garçons que tu as sur Karl Anthony Towns? C'est extraordinaire. Je veux dire, le mec, c'est quoi? On l'a tabassé pour son contrat. On l'a tabassé parce qu'il était trop soft. On l'a tabassé, on a dit ben leadership et tout. Des choses que je sais pas, je suis pas là pour dire c'est vrai ou pas vrai. Pour moi, je pense qu'il a un contrat énorme et qu'il a manqué de leadership à de nombreuses reprises, qu'il s'est montré un peu trop soft à plein de reprises. Il a engrangé énormément de critiques. Un jeune arrive dans son équipe qui est clairement plus leader que lui, une plus grosse superstar que lui. Et lui,
il a le recul nécessaire et ça j'apprécie beaucoup cette façon de mettre un peu son ego de côté, de se mettre au service du collectif pour trouver son rôle. Et non seulement il trouve son rôle, mais en plus il y va à contre-courant. L'autre il défend en premier rideau sur Jokic parce que c'est bien évidemment la meilleure chose à faire pour le faire chier, et d'avoir Gobert en free safety et tout. Il se donne à fond, il se bat au rebond, les rebonds offensifs, il agresse, il prend les tirs à 3 points, de temps en temps il pose la balle au sol, il va chercher au cercle. Non, franchement, Karl Anthony Towns fait des putains de playoffs. Et les stats, la box score, il n'y a peut-être pas toujours les pourcentages au tir qu'on voudrait d'un excellent shooter comme lui et tout. Mais là, ça dépasse ça. Il y a la niaque, il y a l'intensité, il y a ce qu'il met au rebond. Et quelque part, réussir à faire ça, c'est montrer l'exemple. Et quelque part, c'est du leadership de la part de Karl Anthony Towns. C'est-à-dire que si tu es les Wolves et que tu as Anthony Edwards, mais qu'en plus tu vois ce que fait Karl Anthony Towns pour le vestiaire, comment veux-tu ne pas te défoncer si t'es Nasrid, Nickel Alexander Walker ou tous les autres gars, Kenneth Anderson ou Jaden McDaniels et tout? Comment veux-tu? McDaniels, justement, il a été pas mal aussi applaudi, tout à fait. McDaniels, il fait un grand Game 7. Et il fait des très gros playoffs, puisque au début, on était sur le fameux même Anthony Edwards qui disait ok, ils ont Kevin Durant, mais on a Jaden McDaniels. Ça s'est confirmé aussi. Après, ils l'ont mis sur Booker, mais il a muselé Booker au premier tour. Tout à fait. McDaniels fait des très gros playoffs. Et quand même, pour un garçon qui, moi, je voulais finir avec lui, est passé par des émotions assez extrêmes ces derniers temps, Rudy Gobert. Je souhaite qu'on en parle parce que. Il fait un gros match. Et sur la série, moi, c'était le Factor X et on essayait de voir comment ça se passait. La série a démarré sous deux types de visages. C'est une série de toute façon qui est. Je voyais que certains ont balancé ça sur Twitter ce matin, je trouvais ça assez intéressant que certains disaient c'est une série qui est tellement difficile à analyser. Ça, c'est parce qu'on est passé par un 1-0 Wolves avec Rudy qui est là et une super performance globale de Minnesota. 2-0, sans Rudy. Il n'est pas là et il gagne de 40 000 points. On est retourné à Minnesota. Il est papa. Il y a eu toute une narrative parfois belle et parfois dégueulasse, notamment côté américain, sur des athlètes ou ex-athlètes NBA qui ont commencé à dire mon gars, ok la naissance de ton enfant, mais faut jouer, c'est les playoffs, genre des trucs. On va laisser Gilbert Arenas le débile de côté. Là. Non mais tout à fait, et encore si c'était que lui, c'était Chum. Lui vraiment c'est. Lui c'est Chum, mais il n'était pas seul là-dedans. Non. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi Rudy, un gars qui est passé par là, qui est passé par des grands Draymond Green, qui vient aussi sur le plateau de Inside the NBA sur TNT pour nous dire ça. Rudy qui a mangé quand même un Jokic game extraordinaire sur le Game 5. Nikola Jokic avait été au sommet de son art sur le Game 5. Et il y a l'action du Game 7 dont tout le monde a parlé et qui a fait beaucoup rire. C'est le fade away à la fin du buzzer, à la fin de la possession, sur une remise en jeu avec Chris Finch qui se marre en conférence de presse en disant Rudirk de Nowitzki, tout à fait. Chris Finch, je sais pas si tu as vu, qui a dit non, c'est vrai que c'était un très joli système qu'on avait dessiné pour Rudy Gobert en sortie d'ATO. C'est aussi chouette de voir Rudy passer par là parce que c'est un gars qui a été à la base et logiquement labellisé sur un transfert qui a fait froncer beaucoup de sourcils. Des énormes pics de draft. Aussi son contrat, il a fait parler. Il fait encore parler d'ailleurs. La première saison qui était compliquée. Là, on voit Rudy qui redevient défenseur de l'année. Il gagne collectivement 4-0 face aux Suns. Il affronte Prime Jokic aussi. Et ce n'est pas que de son ressort, c'est toute l'équipe, mais il est au centre de ce travail-là. Les Wolves défensivement ont été gagnés aussi ce Game 7 en défense. Avec une deuxième mi-temps et avec un money time aussi de Rudy qui est là. Donc il y a un moment aussi où, en anticipation des JO et de ce qu'on voit là avec Rudy Gobert, je suis très très content pour Rudy de voir ça parce que c'est un gars qui je trouve par rapport à la montagne de critiques qui lui sont données parfois logiquement et parfois un peu moins, a une très bonne attitude, je trouve. C'est même hyper compliqué, je sais pas ce que tu en penses, parce que Rudy, j'ai l'impression que si Minnesota perd, il va être un des premiers gars pointés du doigt, et s'il gagne, c'est normal ce qu'il fait. Mais je trouve pas ça normal, donc rendons-lui aussi un peu hommage sur ce Game 7. Je suis d'accord, et puis on attend les analyses fines de Draymond Green pour la suite, puisque bientôt il va nous faire passer Skip Bayless pour un mec partial. Donc franchement, oh là là, qu'est-ce qui me saoule tous ces vieux joueurs aigris là qui viennent se répandre sur les plateaux de télé là. Oh l'enfer. Surtout que c'est complètement débile, enfin bref. Mais oui, Rudy répond sur le terrain en fait, et ça j'aime bien. Comme les Wolves en fait. Tout à fait. Comme Edwards, comme Karl Anthony Towns. En fait, c'est un peu leur mojo là de ces playoffs. C'est en gros c'est vrai que dans les médias,
surtout américain, parce que finalement en France, moi j'ai pas trop vu. Non. Tu vois, moi j'avais pronostiqué les Wolves par exemple. Tu Tout vois. à fait. Bon, à mon plan, c'est pas tout à fait déroulé sans accroc. Moi Il y a eu 4-2, il y a eu 4-3 au lieu de 4-2. Et j'ai Mais- mangé le comeback du siècle. Ce que je veux dire, c'est que ouais, non, cette équipe là, elle est en train de faire un grand truc. Et on fera la preview de la série contre les Mavs, qui va à mon avis d'ailleurs être un bon. Franchement, ça va être un bon délire. Hein. Il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd. Il y a deux équipes l'image lourdes. de ces playoffs. Hein. Et ouais, non, Rudy fait partie de ce truc et il commence à se faire un palmarès Ça va être méchant. qui, à l'échelle du basket français, est monstrueux, à fait. monstrueux. Pour finir, juste sur Minnesota, petit message quand même pour Tim Connelly, qui est quand même l'architecte derrière clair. ces Wolves. Pour ceux qui ne savent pas, on en avait parlé Il dans a la fait les preview. Nuggets. Hein. Il a fait les Nuggets. Derrière, il essaye de faire aussi bien, voire mieux avec les Wolves. Bon, Et il y a- alors, Et il y a beaucoup de choix que vous avez vus sur ce Game 7 qui sont Tim Connelly C'est dingue. signature, quoi. Le transfert de Rudy Gobert, des garçons aussi qui ont été récupérés. Enfin, je sais plus si c'était avec Rudy le trade. C'est avec Rudy le trade de. c'est Tim Connelly qui C'est fait Tim Rudy. Connelly, Ouais, ouais, qui fait c'est Rudy. Tim Connelly qui fait Rudy. Ouais. Et Mike Conley. Et des prolongations qui ont Mike été Conley. faites. C'est Tim Connelly qui envoie D'Angelo Russell Qui envoie pour D'Angelo gratter Russell. Mike Conley. Bien sûr, où il y avait des C'est visuels le sur. transfert du siècle. Tout à fait, avec des visuels qui sont ressortis là de le 5 d'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Jalen McDaniels, Anthony Edwards et Rudy Gobert avait c'était un des pires line-up de toute la NBA. Bon, après, c'est pas que de la faute de D'Angelo Russell, mais je vois l'idée. Je vois l'idée. Non, les Wolves ont été énormes. Moi, je veux bien l'avis des fans, notamment de Minnesota, déjà qui doivent se réjouir. Beaucoup de gens qui sont dans le wagon aussi, parce que Alex, hier, on était à la brocante. Combien de gens sont venus nous voir en disant j'aimerais que les Wolves Et passent? puis surtout, t'imagines, C'est t'es fan beau. de Minnesota, t'es à moins 20 dans le troisième quart. Ah, mon Je gars. suis sûr qu'il y a des fans de Minnesota qui ont éteint leur télé, qui sont allés se coucher dégoûtés. Non, pas avec cette équipe. J'espère. Pas avec cette équipe. J'espère. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui regrettent. Ils regrettent là. Pas avec cette Mais- équipe. Tu penses? Forcément, bien sûrement. T'es fatigué, t'en as marre. T'es à moins 20 à Denver. Pas avec cette équipe. Tu peux éteindre ta téloche des fois. Eh ben, retenez la leçon, Minnesota, il faut rester bien évidemment connecté parce que cette équipe va jouer jusqu'au bout. Victoire 98-90, qualification en finale de conférence, la première depuis 2004. On aura, comme l'a dit Alex, plein de temps là pour faire la preview d'un incroyable Wolves Mavs en finale de conférence. Avantage du terrain pour Minnesota. Celle-là, mon cher elle Alex. devait pas être dans beaucoup de braquettes, cette finale de conf au passage. Ah bah, je peux te dire que là, je vais trinquer avec David parce que sur le tri des braquettes, on va être Ça va être peinard. vite torché là, je pense. Les gens qui ont mis Nuggets champion. La finale Pacers-Mavs, tu sais que. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui mène évidemment à ce point final, mesdames et messieurs, après avoir débriefé les Pacers et nos amis les Wolves. Tyrese Haliburton, Jason Tatum, Luka Doncic ou Anthony Edwards, un de ces quatre hommes sera La relève est champion NBA dans quelques semaines. Qui ce sera? On va devoir débriefer et analyser tout ça. Ouais. Et on se tient évidemment au courant. Des gros bisous à vous. Bravo aux fans des Wolves et aux fans des Pacers. La série des Pacers face aux Celtics, on va en faire la preview. Restez connectés. Des Ciao. bisous. Ciao.